bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette discussion avec Guy Delisle. On a organisé ce cycle de discussion qui s'appelle Les années 2000 par à l'occasion de l'exposition donc 00 les années 2000, enfin la collection Cranford et les années 2000 en fait à travers les œuvres de la collection Cranford qui est présentée en ce moment à l'hôtel des collections et une exposition qui sera présentée jusqu'au donc au 31 janvier 2021. Et en complément donc de l'exposition, on a ce cycle de discussion qui en fait va réunir des acteurs de différents champs de la création, des écrivains, des auteurs donc de bande dessinée. On aura Mathias Sénard par exemple et Maëlys de Kerangal qui seront présents en janvier, Mathilde Monnier pour la danse au mois de décembre. Donc aujourd'hui, Guy Delisle est avec nous. Guy Delisle, vous êtes un auteur de bande dessinée qui est originaire du Canada, plus précisément du Québec, où vous êtes né en 1966. Vous êtes installé à Montpellier depuis maintenant près de 30 ans, depuis la fin des années 80, début des années 90, si je ne me trompe pas. Et ce qui ne vous a pas empêché de parcourir le monde, particulièrement entre 2000 et 2010, une période qui nous intéresse aujourd'hui, avant de revenir à Montpellier. Vous êtes l'auteur donc de nombreuses bandes dessinées qu'on peut, je crois, qualifier de romans graphiques, qui a rencontré un grand succès public et critique. Je pense à Pyongyang, dont on a la couverture qui s'affiche derrière nous, qui a été publiée par la maison d'édition L'Association en 2003. Ensuite, Chronique Birman en 2007, ou encore Chronique de Jérusalem, pour lequel vous avez reçu le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2012, ce qui est un peu l'équivalent de la Palme d'Or du Festival de Cannes, mais pour la bande dessinée. Plus récemment, vous avez chroniqué la vie de famille avec le guide du mauvais père, et en 2016, publié S'enfuir, un ouvrage qui relate le récit d'un otage français dans le Caucase, d'ailleurs un ouvrage assez différent de la série de chroniques de vos voyages. Donc à travers vos bandes dessinées des années 2000, vous racontez des voyages dans des pays souvent difficiles d'accès, peu touristiques, peu documentés, comme la Corée du Nord ou la Birmanie, et dans un style qu'on peut qualifier d'épuré, de précis, exclusivement en noir et blanc, vous racontez ces pays à travers votre quotidien. Et avec une sorte de fausse naïveté, beaucoup d'humour, sans jugement de valeur et surtout avec beaucoup de curiosité, vous nous permettez de découvrir le monde qui s'offre à vous. Pour commencer, je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui est Guy Delisle en 2000 ? En 2000, donc moi j'arrive après des études donc moi je suis de la ville de Québec, j'ai fait mes études j'ai fait deux ans de beaux-arts au Québec. Je voulais avoir quelque chose qui correspondait plus à, pas nécessairement mes envies, parce que je passe beaucoup de temps dans les musées d'art contemporain et j'y trouve beaucoup d'inspiration. Mais à cet âge-là, ça ne me correspondait pas. Donc moi, les dessins que je faisais, c'était beaucoup plus cartoon. Donc voilà, je fais mes études de dessin animé, qui est un peu l'équivalent à Toronto, qui est un peu l'équivalent des Gobelins ici en France. Suite à ça, je trouve du travail. Je commence à travailler assez rapidement à Montréal. Le studio s'arrête. Et je me dis, tiens, je vais prendre mes cartons et mon portfolio et je vais aller voir les vieux pays et essayer de travailler et de voyager en même temps. Donc c'était l'idée. J'ai toujours eu envie de voyager jeune. Moi, je viens de la banlieue de Québec, donc c'est vraiment un truc très dortoir. Et comme beaucoup de jeunes là-bas, j'ai envie d'explorer le monde. Les vieux pays, c'est l'Europe. Hein. Et oui, il faut s'y habituer. Nous sommes ici dans les vieux pays. Hein. Et comparé au Québec, parce que évidemment, quand je suis arrivé à Montpellier, je me suis installé sur la rue du Pilat-Saint-Gély, où j'habitais dans un immeuble qui était plus vieux que la découverte du continent américain quand même. Donc voilà, c'est les vieux pays. Je fais mes études d'animation, je travaille à Montréal un peu. Moi, je lisais de la bande dessinée, comme beaucoup de gens, évidemment, qui travaillent dans le dessin animé, qui sont dans le dessin, avec une envie d'en faire peut-être un jour, mais c'était assez vague. Je veux surtout gagner ma vie, donc le dessin animé m'a permis de faire ça. J'arrive en Europe, je voyage et je travaille. Donc, je vais voir des copains qui étaient en Allemagne. Je travaille à Berlin, à Munich. J'étais là en 89 quand le mur tombait, donc je suis arrivé au moment où c'était assez grisant d'être à Berlin, évidemment, pour tout ce qui se passait. Après, je continue à voyager. J'arrive en France et je découvre la bande dessinée qui se faisait à cette époque-là. J'étais là en 99. Et j'arrive à peu près à cette époque-là, 90 plutôt, et je découvre l'association
Je travaille dans le dessin animé dans le sud de la France, donc à Valence, où il y avait un studio d'animation qui s'appelle Folimage, qui continue toujours d'ailleurs. Je descends après à Montpellier, où il y avait une plus grosse structure. Et je travaille ici. Et voilà, j'y suis toujours. Je suis resté plus longtemps que prévu. Je pensais continuer et puis rentrer chez moi au Canada. Mais il se trouve que voilà, je me suis installé ici depuis tout ce temps. Et je découvre la bande dessinée. Je commence à en faire un peu de façon très courte, en faisant des histoires courtes. Et petit à petit, ça a grossi et ça a donné, ça a donné une carrière dans la bande dessinée. Mais au début, je pensais pas. C'est parce que j'ai rencontré des maisons d'édition indépendantes, comme il y avait très peu à l'époque, et j'avais un peu arrêté de lire de la bande dessinée parce que je n'y trouvais plus trop mon compte. Et là, je me dis, tiens, des gens de mon âge qui font de la bande dessinée pour des gens de mon âge et qui aiment la bande dessinée, qui en font parce qu'ils aiment ça, parce que tout ça a été à compte d'auteur. On faisait ça complètement fait gratuitement. C'était pour le plaisir de faire la bande dessinée. Donc voilà, je leur ai envoyé des histoires courtes et ça a commencé comme ça. D'accord. Donc d'un côté l'activité dans l'animation. Pour gagner ma vie, voilà, dans le dessin animé. Et qui consiste en quoi? Moi j'ai fait tous les échelons parce qu'au début l'animation, maintenant ça a beaucoup changé, mais c'était un peu la suite du système à la Walt Disney où il y avait un animateur, un assistant et un intervalliste. Aujourd'hui, ça fonctionne plus vraiment comme ça. Donc, j'ai commencé intervalliste en sortant de mes études, et après assistant et après animateur en me promenant de studio en studio. C'était passionnant parce que j'apprenais beaucoup le métier et j'apprenais aussi beaucoup à dessiner parce que quand on fait de l'animation, il faut pouvoir, dans sa tête, structurer un dessin et le faire tourner, imaginer un mouvement. Donc, c'est un très, très bon exercice d'imagination. Sauf que voilà, disons que à partir des années 90 et pendant tout le moment où j'ai commencé à faire de l'animation, tout ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Les studios ont réduit de taille. Tous les animateurs, les studios fermaient. À Montpellier, il y avait quand même 3 gros studios. Et un studio, c'était 50-60 personnes qui travaillaient là-dedans. Il y en avait un à Saint-Laurent-le-Minier, il y en avait un qui était à Vendargues, et puis il y en avait un qui était ici au centre à Montpellier. Donc tout ça se réduisait parce que c'était sous-traité. Donc c'était la mondialisation qui rentrait là-dedans, comme c'est arrivé un peu partout dans les années 2000. Et à ce moment-là, le travail a changé beaucoup. Donc mes camarades de travail devenaient profs ou enseignaient. Moi, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai enseigné aussi un peu. Donc, on cherchait tous chacun quelque chose de différent. Parce que les studios, il y en avait de moins en moins. Il y avait juste 3 personnes à Paris qui faisaient un storyboard avec une idée de design. Et puis, tout ça partait en Chine, au Vietnam et un peu partout. Et c'est justement en fait ce phénomène de délocalisation en fait dans l'animation qui vous amène aussi, je crois, à faire les premiers voyages en Asie. Voilà. Au début des années 2000. On me propose après, comme moi j'étais animateur, d'aller superviser des équipes d'anime, donc en fait d'être le client et simplement de dire si oui ou non la qualité qu'ils demandaient était équivalente à ce qu'on voulait et pouvoir aussi discuter avec les animateurs pour leur dire là il faudrait mettre plus de poids, donc avoir un dialogue d'animateur à animateur. On l'a peut-être pas dit, mais en fait ça consiste quand même, tout ça à faire des dessins animés pour... C'était pour la télé, surtout c'était de la série, ce que la France fait beaucoup. La France a une grande expérience de faire de la série pour la télé, donc pour Canal, pour FR3, pour TF1. Il y a eu un moment où on en faisait beaucoup, c'est quand il y a eu l'avènement des cassettes et des vidéocassettes. Il y a eu comme une vague où tout à coup il fallait en produire beaucoup parce que les gens étaient demandeurs et ils achetaient des cassettes et ça avait créé tout un engouement. Ça s'est ralenti un peu. Il y a souvent des cycles comme ça. Donc là, moi j'étais après, on m'envoyait là où ça coûtait pas cher de faire de l'animation, c'est-à-dire en Chine, où je suis allé 2 fois, au Vietnam. Après on m'a proposé, parce que l'endroit où c'était moins cher, c'était la Corée du Nord. Et ça c'était après avoir fait un livre sur la Chine, donc voilà, en Corée du Nord. Puis après j'ai arrêté le dessin animé. Donc voilà ma carrière. Et je me suis dit, en parallèle, je faisais toujours des histoires courtes. Je pensais faire ça toute ma vie, mais à un moment, la bande dessinée a grossi. Les petits éditeurs sont devenus des éditeurs moyens, et il y a eu un public qui est revenu à la bande dessinée comme moi j'ai fait. Mais en même temps, Pyongyang et Shenzhen, qui sont donc Shenzhen, la première bande dessinée qui va être publiée par l'association en 2002, et Pyongyang l'année suivante, c'est des bandes dessinées dont le récit
s'inspire de ses voyages dans ces pays. Voilà, c'est pas si on pense à, je vais revenir sur parce que le premier donc c'est Shenzhen, c'est celui-là. Donc je vais en Chine 3 mois une fois et je prends pas de notes et 6 mois après on me repropose d'aller en Chine et je me suis dit ce coup-là je vais prendre des notes parce que j'ai une très mauvaise mémoire et j'avais pratiquement oublié mon premier séjour en Chine. Je me suis dit c'est quand même dommage. Je prends des notes, je reviens et je me dis tiens certaines de ces notes pourraient faire une histoire courte dans un magazine qui a vraiment changé beaucoup de choses dans le monde de la bande dessinée, c'est le magazine Lapin, dans lequel à peu près tous les dessinateurs de bande dessinée d'aujourd'hui, qu'on appelle la nouvelle vague, tous les Riyad Satouf, Blins, Farr, Bloch, ils sont tous passés par le Lapin. Et c'est l'association aussi. Voilà, l'éditeur, c'est l'association. Ils avaient surtout ce magazine-là au début. Et moi, je leur envoyais des histoires courtes déjà depuis 5 ans. Et je me suis dit, je préfère une histoire courte avec moi en Chine et les petites galères que j'ai eues là-bas. Donc, je fais une histoire. Parce que même à cette époque-là, c'était en 99, je pense pas que je serais arrivé chez un gros éditeur, Dargaud, Delcourt et ces gros éditeurs. Ils faisaient pas de petits formats, ils faisaient pas de noir et blanc. Et quelqu'un qui se balade en Chine, ils avaient jamais fait ça non plus, donc ça aurait jamais passé. Eux, ils faisaient du 46 pages couleur et ça sortait très rarement de ce format. Donc voilà, l'association me publie en faisant une petite histoire courte de moi en Chine. J'ai pas prévu de faire un livre avec ça, mais j'en fais une deuxième partie parce que finalement, ce côté autobiographique me plaît beaucoup. Et je continue mon journal de bord chinois et à un moment on se dit ça plaît beaucoup, on avait des retours de l'écho et des bons échos et on s'est dit on va faire un livre avec. Donc il a fallu attendre un peu qu'on prépublie et j'ai arrêté de le prépublier et c'est pour ça que la bande dessinée bon ça c'est les dessins qui sont à l'intérieur, c'est pour ça qu'elle est séparée en 16 pages parce que c'était les 16 pages qui passaient dans le magazine au fur et à mesure. Donc c'était pas un livre, c'était au début une histoire courte qui est devenue plusieurs histoires courtes qui ont fait un livre. Feuilleton. Oui c'est ça, qui après est devenu un livre et là il a assez bien marché pour l'époque. En fait là on est en 99 et il tire 2000 copies qu'ils arrivent à vendre dans l'année. Donc le fait qu'ils retirent, c'était pas souvent le cas à l'association parce que c'était encore des petits tirages. Il n'y avait pas eu encore Marjane Satrapi avec Persepolis qui avait cassé la baraque et ça grossissait lentement mais voilà, tranquillement. C'était la situation à l'époque. Et pour revenir à l'écriture de Shenzhen, vous dites donc que vous prenez des notes durant le second voyage en Chine. Autrement, comment travaillez-vous? Est-ce que vous baladez en permanence avec un carnet à croquis? Et quelles difficultés vous rencontrez en fait pour ce premier travail en fait d'écriture? Oui, que je voyais pas moi comme un premier travail d'écriture, qui était juste un carnet de voyage. Donc c'était simplement un aide-mémoire pour après, pour me rappeler. Faudrait que je le relise, tiens, parce que ça fait un bail. Et en revenant, c'était moi je travaillais à la chinoise, donc 6 jours sur 5. Donc je dessinais pas là-bas, c'est pas possible. Donc je prenais des notes déjà le soir. Je me disais bon allez, je vais prendre des notes. J'avais pas toujours envie. Des fois je résumais 2-3 jours. Il se passait pas toujours quelque chose non plus. Et puis c'était après quand j'ai relu, c'était là un travail de souvenir et puis de notes parce que les notes m'évoquaient ah oui tiens il y avait ça qui est arrivé. C'était assez drôle comme situation. Ça pourrait fonctionner en BD, allez, je le mets dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai fonctionné pour tous les albums finalement. Donc des notes qui m'évoquent des souvenirs, en ayant laissé passer un peu de temps, parce que quand j'essaie de le faire sur place, comme ça m'est arrivé plus tard, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un petit décalage, ça fonctionne pas trop. Et donc voilà, Shenzhen a été le premier à faire comme ça. Il se trouve qu'après, j'ai été envoyé au Vietnam, et je me suis dit, à ce coup-là, je vais faire un livre sur le Vietnam, ça va être intéressant. Je vais pendant un mois et demi, les gens sont adorables, le studio fonctionne très très bien, ils ont un rapport avec les étrangers qui n'était pas du tout le même que celui des Chinois. Donc voilà, je m'en vais, tout le monde était content, merci beaucoup. Et quand je relis mes notes, voilà, c'était comme une espèce de joyeux pique-nique où tout le monde s'amuse. Il n'y avait pas matière à faire un livre, je trouvais. Et donc voilà, je me suis dit, c'est pas parce que je vais ailleurs que je vais avoir forcément quelque chose à raconter. Voilà. Et sur le style même, on le voit d'ailleurs bien dans le Shenzhen, c'est à un moment donné où on voit le griffonnage, on est déjà exclusivement dans le noir et blanc. Dans les BD suivantes, on sent que votre style tend à s'épurer et ça laisse place à des aplats très cernés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos recherches graphiques, sur l'évolution de votre style avec les différents ouvrages ?
Moi, je viens du dessin animé. Quand on fait du dessin animé, on a une nouvelle production qui arrive. Et quand j'ai commencé à travailler dans le magazine Lapin, voilà, je faisais ce genre de dessin un jour, et le jour je faisais ça, et après je faisais des trucs très très différents comme j'étais sur ça, et donc voilà, c'était voilà une façon d'essayer des trucs très très différents parce que c'était une histoire courte. Je me dis, tiens, je le vois un peu comme ça, et ayant eu cette formation professionnelle où on doit s'adapter à un style qui n'est pas le nôtre très très rapidement, c'est-à-dire que voilà, on a à peu près 3 jours pour réussir à choper le style de la prochaine production qui va durer 6 mois. Et voilà, c'est un peu comme au théâtre, on arrive à retenir des trucs par cœur, on arrive à choper un style très rapidement, ça m'étonnait moi-même à l'époque. Et bon, ça laisse un peu des traces parce que après, voilà, moi mon style, c'est quoi là-dedans? C'était, j'ai vu beaucoup de gens qui dans le dessin animé ont perdu leur âme un peu parce qu'ils ont tellement dessiné pour d'autres des trucs qui sont pas à eux. Après, ils retrouvent pas ce qui est leur style. C'est un problème. Donc moi, j'ai eu ce problème-là. Je crois que je l'ai toujours d'ailleurs, d'avoir envie de dessiner plein de trucs différents. C'est peut-être aussi ma nature, mais voilà, d'avoir et petit à petit, bon, dans Shenzhen, j'avais envie de représenter un peu la ville qui était, surtout moi j'étais en 97 en Chine, il y a des marchés où toute la bouffe est jetée au milieu et les gens marchent dessus pendant toute une journée, donc ça sent pas très bon et c'est surtout une espèce de bouillasse immonde, et il y a beaucoup de travaux, il y a de la poussière, c'est très crade, donc j'avais envie d'avoir quelque chose de crade. Moi il se trouvait qu'à l'époque je faisais des croquis avec des crayons de cire, donc je prenais un crayon de cire noir et blanc avec lequel j'estompais et je me suis dit tiens, je vais faire une bande dessinée avec ça, ce qui était une très mauvaise idée parce qu'à la fin je travaillais sur du tout petit papier de photocopie, je ne sais pas pourquoi. Et l'hiver, le crayon de cire, ça fonctionne encore pas trop mal, mais l'été, c'est comme du mascara, ça fond, ça s'écrase, et c'est juste impossible à gérer. J'étais toujours en train d'aiguiser ça, et après je me suis dit, voilà, je ne ferai plus jamais cette technique. C'est intéressant de la pousser, de la travailler, mais après j'ai eu envie de faire quelque chose de beaucoup plus clean, parce que mon deuxième album, c'était la Corée du Nord, et quand on est à Pyongyang, il n'y a pas de pub sur les murs, il n'y a rien, tout est blanc, gris pâle, et il n'y a pas de jaune, de rouge, de vert. C'est vraiment très, très sobre. Et je me suis dit, voilà, sobre. Et voilà, ben, ça a été une petite ligne. Là, ça c'est spécial parce que c'était les premières pages. Mais c'était voilà, une petite ligne très simple que j'estompais après avec du charbon pour faire des ombres. Donc voilà, sur la page, il y avait le résultat au complet. C'est pas comme maintenant quand je travaille, parce qu'il y a toujours une partie informatique. Et c'était aussi le plaisir de travailler sur des techniques différentes. Sachant qu'on va travailler sur une BD sur laquelle on passe 1 an, on se dit tiens, je vais essayer une nouvelle technique, ça va me changer un peu. C'est plutôt agréable. Et dans toutes ces bandes dessinées, ce qui en fait en tout cas la particularité jusqu'à s'enfuir, qui est un peu l'exception, c'est que par le prisme de l'autobiographie, de la petite histoire, du quotidien, vous arrivez à aborder en fait la grande histoire et à nous faire en fait appréhender aussi les subtilités de culture qui sont très étrangères à la nôtre. Et vous livrez ainsi, je trouve, des témoignages très percutants sur des pays donc, comme la Chine avec Shenzhen, ou la Corée du Nord avec Pyongyang, la Birmanie dans Chronique birmane, ou encore Israël dans Chronique de Jérusalem. Et j'aimerais savoir quelles étaient vos intentions initiales et vos ambitions, parce que on ne parle pas de simple en fait carnet de voyage. On est quand même quasiment dans quelque chose par moment de l'ordre du reportage, peut-être, non ? Un peu, ouais. Il y a une partie reportage, mais elle est très petite. Des fois, on me compare à un journaliste et je trouve que c'est un peu abusé quand même. Parce que moi, j'accompagne pour les 2 premiers, c'était pour mon travail. Il se trouve que je n'ai pas à faire d'histoire comme au Vietnam. J'y vais, s'il n'y a rien à raconter, je ne le fais pas. En Corée du Nord, bon, je me suis vite rendu compte qu'il y aurait des trucs à raconter. Je m'étais un peu préparé. J'avais lu des livres aussi avant sur la Corée du Nord. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 3. Puis j'avais pris 1984 avec moi parce que je l'avais déjà lu. Mais je me suis dit, tiens, je vais le terminer là-bas, ça va être pas mal. Je ne pensais pas que ça ferait des séquences de livres aussi rigolotes, avec 1984 dans mes poches. Et voilà, je me méfiais. Je me dis pas, en allant en Corée du Nord, en gros, je me dis, on verra s'il y a de quoi raconter. Bon, il se trouve qu'au bout d'une demi-heure, on me donne des fleurs, et puis il faut que je les pose
au pied de la statue de Kim Jong-il. Je me dis, oh, ma foi, je crois qu'il y aura de la matière à raconter des trucs parce que ça fait qu'une demi-heure que je suis là et c'est comme assez cocasse comme situation. Mais quand je suis sur place, je me dis pas vraiment ça. Fait le pays comme ça. Moi, je suis assez stoïque comme garçon, je crois. Donc, je fais ce qu'il y a à faire dans le pays. Il y a surtout mon boulot et puis je prends des notes. Après, je reviens. Et je commence à le raconter à des gens. Je leur dis, on me donne des fleurs et il faut que je pose ça. Au lieu d'aller à l'hôtel, on va devant la statue de quand même 23 mètres de bronze de Kim Jong-il. Et puis, je pose les fleurs là. Et je me dis, ouais, c'est vrai que c'est quand même fou. Après, avec le décalage, je me rends compte de ce que c'est. Donc, il y a des parties un peu journalistiques parce que je me suis informé sur le pays. Et quand j'étais là-bas, on me racontait des cracks parce qu'on me disait, oui, mais voilà, la Corée s'en sort le mieux de toute l'Asie. Et puis, on va vaincre. Et je me dis, mais attends, c'est quand même le pays depuis 1966 qui voit son PIB descendre chaque année. On se fait, ça va pas bien. On peut pas dire que ça va bien dans votre pays. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir un peu de lecture avant et d'y aller après. Mais sinon, moi, je vais pas dans un pays en me disant, je vais raconter tel pays. C'est vraiment une photo de quelqu'un qui est là, qui connaît un peu ou qui essaie de comprendre, un peu comme Israël. Je suis pas un spécialiste du Moyen-Orient. Je vais là-bas et puis je propose, si j'y retournais aujourd'hui, ça serait un livre complètement différent. Je rencontrais des gens différents, je serais dans un autre quartier. Je trouvais que quand j'étais à Jérusalem, j'étais dans le quartier arabe, donc c'était aussi une vie assez différente pour quelqu'un qui vit à Jérusalem, mais c'était aussi passionnant. Et donc voilà, c'est vraiment une photographie très subjective en fait. Très subjective et enfin, très autobiographique. Et la différence quand même entre Shenzhen, Pyongyang et Chronique Birman et Jérusalem, c'est pas les mêmes raisons qui motivent le voyage. Non, parce que moi je suis parti pour mon travail dans les deux premiers, donc Shenzhen et puis Pyongyang. Et après, comme je me suis dit, je vais arrêter de faire de l'animation, je vais essayer de me concentrer que sur la bande dessinée parce que Pyongyang avait assez bien marché parce que là, donc on était parti avec une petite maison d'édition comme l'Association qui commençait à grossir. Pyongyang avait quand même vendu 15 000 albums dans l'année parce que là, il y avait plein de journalistes qui ne parlaient pas de bande dessinée, qui s'en étaient emparés, qui en avaient parlé parce que pour eux, wow, quelqu'un est allé en Corée du Nord, il fait une BD là-dessus. Ah, c'était vraiment nouveau et j'avais eu un gros article dans The Foreign Policies par un gars qui rêvait, lui, de pouvoir se promener les mains dans les poches dans Pyongyang et d'en parler. Et il avait beaucoup aimé l'album. Donc, ça a été traduit beaucoup, très rapidement. Et pour l'association, 15 000, c'était un gros chiffre. Marjane Satrapi est arrivée à ce moment-là et elle avait commencé à faire Persepolis, le premier, qui était déjà sorti, qui marchait bien. Et là, le deuxième qui marchait très bien, et le troisième. Donc, elle a vraiment ouvert des portes parce qu'à l'époque, là, on était en 2001. Il y a, en gros, comme maison indépendante, l'association Ego Comics et puis Cornelius, qui, voilà, sont des passionnés de la bande dessinée. Et il se trouve qu'à Paris, il y a assez de gens, en tout cas en France, pour faire vivre une structure et que ça se cristallise dans quelque chose qui va être pérenne, qui va continuer. Parce qu'il y avait il y avait eu avant aux États-Unis, ça aurait pu venir des États-Unis. Il y a eu au Canada où il y a eu Drown & Quarterly, qui est une petite maison d'édition qui a commencé exactement en même temps, dans lequel il y a eu un groupe d'auteurs qui était assez fort pour que ça tienne et que ça continue, que ça se cristallise. Il y avait eu des essais avant, il y avait eu des livres comme Mouse de Art Spiegelman, mais il n'avait pas fait école assez pour que ça se structure. Et là, l'association, soudain, c'était en train de vraiment de prendre forme, de grossir. Et avec Marjane, là, c'était tout à coup succès énorme. Donc là, les FNAC qui refusaient les bouquins de l'association parce que ils n'acceptaient pas les retours et eux, ils n'étaient pas habitués, ils n'en voulaient pas. Et ben là, il y a trop de gens qui viennent dans les FNAC qui disaient vous avez le Persepolis. Et ben là, ils en ont commencé à en prendre. Et du coup, ça a été un autre canal de diffusion pour l'association qui était vraiment autre chose. Là, il devenait tout à coup beaucoup plus gros. Il fallait qu'il se structure aussi. Mais c'est une histoire qui démarre l'association, je crois, en 90. Et c'est plusieurs auteurs, en fait, qui créent une maison d'édition pour répondre en fait à de nouvelles attentes, puisqu'il n'y a aucun débouché, on va dire, dans l'édition traditionnelle. Voilà, ces gars-là n'arrivaient pas à se faire publier. Ils faisaient du fanzine, des petits trucs, mais ils voulaient faire du beau livre, en fait. On parle d'auteurs comme Lewis Trondheim, comme Matt Conture, beaucoup de gens qui d'ailleurs vivent aujourd'hui aussi à Montpellier. Ça, c'est aussi quelque chose dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure et qui est notable. Et oui, donc ils ne trouvent pas ces débouchés, ils créent cette maison d'édition, ils publient Lapin. Voilà. Et donc c'est à un moment donné un support qui est aussi, j'imagine, l'occasion pour tous ces auteurs de se retrouver, de se rencontrer. Mais tout ça, ça se joue où et comment ça se passe concrètement ?
Alors dans l'histoire de la BD, c'est souvent comme ça parce que c'est des magazines faits par des auteurs comme Pilote. À un moment, les gars se cassent de chez Pilote, ils font Métal Hurlant. Avant, ils s'étaient tous cassés de Spirou Magazine pour faire parce qu'ils ont envie de faire une autre genre de bande dessinée. Donc la même chose est arrivée avec l'association. Ces jeunes gars-là n'arrivaient pas à se faire éditer. Ils ont dit, on fait notre maison, ils le structurent. Tout ça se passe à Paris et il y avait des éléments de gauche à droite de Bordeaux qui envoyaient. Moi, je connaissais pas ces gens-là. J'allais les voir de temps en temps pour leur donner mon travail. Il y avait des amitiés qui se sont développées, des affinités, parce qu'ils ont l'avantage d'être très différents, les 6 fondateurs de l'association, ce qui fait qu'ils avaient une palette assez large de goûts pour aller chercher dans des trucs un peu underground, un peu grand public. Donc il y a ça aussi qui a assez bien fonctionné. Ils ont eu un gros succès à un moment où il fallait, c'est-à-dire ils ont eu Marjane Satrapi. C'est au bout de 10 ans. C'est au début des années 2000 en fait. Ouais. Après, il y a eu moi aussi, parce que j'en ai vendu quand même pas mal des bouquins chez eux. Oui, et puis Pyongyang, c'est traduit, je crois, dans une dizaine de langues, et ça devait être adapté au cinéma. Et c'est une histoire assez folle, l'histoire quand même de Pyongyang. C'est assez bizarre, c'est de la censure. On parle de censure religieuse, mais il y en a aussi de toutes sortes, parce que... donc, comment dire ça rapidement, Sony se fait pirater par donc la maison Sony aux États-Unis se fait pirater. Et les pirates menacent de diffuser le dernier film, tous les films de Sony qu'ils ont téléchargés gratuitement. Et ça fait peur à Sony. Et ils disent on ne va pas les diffuser si vous sortez pas un seul film qu'on n'aime pas. Et c'est le film qui parlait du dictateur Kim Jong-il, enfin du dirigeant Kim Jong-il, qui s'appelait justement Le Dictateur ou l'entrevue, The Interview, faite par Seth Rogen et puis un autre gars. Un film qui n'est pas très bon, mais c'était des hackers nord-coréens. Donc, moi, le film qui devait être adapté de Pyongyang était adapté par Gore Verbinski, qui a fait Les Pirates des Caraïbes. Donc, je trouvais ça assez intéressant d'être adapté à Hollywood par le gars qui a la franchise la plus grosse d'Hollywood. Et c'était Steve Carell qui devait jouer. Ça devait partir 10 jours après. Il se trouve que là, avec les Nord-Coréens qui menaçaient, les Américains, ils se disent « Ok, d'accord ». On fera plus de films sur la Corée du Nord. Donc, en fait, c'est les diffuseurs de salles qui ont dit, nous, si ça parle de la Corée du Nord, on ne le mettra pas dans nos salles. Donc, du coup, les prods ont arrêté, les réalisateurs ne pouvaient plus réaliser, et puis bon, le film s'est arrêté par des conséquences de pirates nord-coréens. Vous retrouvez quand même toujours Guy Delisle, donc à Berlin au moment de la chute du mur, en Corée du Nord, à un moment donné où l'attention se porte énormément quand même sur la Corée du Nord, puisqu'il y a dans les années 2000 une politique de la Corée du Nord autour de l'arme atomique. En Chine, à la fin des années 90, début 2000, au moment où aussi la Chine va commencer vraiment à s'affirmer comme la plus grande puissance mondiale. En Birmanie, à un moment donné aussi, où la Birmanie va faire beaucoup parler d'elle à la fin des années 2010 et dans les années 2010. À Jérusalem, c'est encore une autre histoire, mais on a l'impression que vous êtes toujours justement là où se fait quelque part l'histoire. Là, il y a toujours un endroit. Chaque année, il faudrait aller où là où ça pète. C'est en Arménie, dans ces coins-là. Mais il se trouve que oui, on était en Birmanie quand il y a eu les révolutions des moines. C'est des années après que le pays s'est un peu plus ouvert, un peu plus libéré. C'était passionnant de voir le changement. Moi, j'étais là l'année où ils ont déménagé la capitale. Sauf que ce qui était fou, c'est qu'ils le déménageaient par surprise. C'est-à-dire qu'un matin, tout le monde se disait ça va se faire bientôt. Tout à coup, un samedi matin, il y avait des camions devant le ministre des Sports. Et ça y est, il déménage. La capitale n'est plus Rangoon, mais c'est plus une ville que personne ne connaît au nord. Donc c'était assez fascinant d'être là-bas, puis d'en rendre compte dans le livre, parce que c'était un moment qui était assez spécial. Après, moi, je note tout ça et quand je reviens, je me dis, il y a plein de choses que je ne mets pas dans le livre, mais je mets les trucs qui me paraissent un peu intéressants et ça, forcément, ça l'était. Et pour revenir donc à l'association et donc à toute cette période, pour vous, à la fin des années 90, début 2000, enfin, entre ce moment-là, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde de la bande dessinée a quand même beaucoup évolué. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Comment vous regardez tout ça avec du recul, avec un succès donc pour beaucoup d'auteurs comme vous? On a cité aussi Marjane Satrapi, Johan Sfar, et donc tous ces auteurs qui sont passés par l'association.
Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un public qui est allé lire des bandes dessinées qu'on leur proposait pas à l'époque. En fait, moi, j'avais arrêté un peu de lire de la bande dessinée. Et aujourd'hui, quand on va dans une librairie de BD, on a le choix entre de la vulgarisation scientifique qui marche très très bien, des histoires classiques comme il y avait comme avant. Alix est toujours publié, Lucky Luke est toujours publié, Astérix aussi. Tout ça, c'est là. Mais il y a en plus du roman graphique, comme on dit aujourd'hui, qui parle de trucs plus du quotidien, ou même des gens vont parler de l'histoire de leur père. Donc tout ça fait que la panoplie, elle est beaucoup plus large qu'avant. Il y a beaucoup plus de livres qu'avant qui se publient, ce qui pose des problèmes pour les rémunérations des auteurs, évidemment, parce qu'il y a tellement, on dit qu'il y a 5000 bandes dessinées par année en France qui se publient. Donc là-dedans, il y a un tiers de manga, mais il reste quand même 3000 au moins nouvelles BD qui se font par jour, ça en fait déjà un paquet. C'est vraiment énorme, c'est considérable, c'est un peu comme la musique, il y a un tel foisonnement. Mais pour le lecteur, c'est un choix beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, donc c'est passionnant. Il y a maintenant, moi je lis toujours constamment de la bande dessinée. Chaque année, voilà, je suis surpris, émerveillé par un jeune ou même quelque chose que j'avais pas vu, que j'avais raté. Et je me dis, ouais, ça c'est intéressant, c'est nouveau, c'est une nouvelle façon de raconter les choses. Et la bande dessinée permet ça, de raconter de façon tellement différente une mémoire, un envie, une aventure, que voilà, ça reste toujours très très foisonnant, très nouveau et puis très passionnant. Une dernière, on va dire, question autour de Montpellier. Donc, on citait tout à l'heure Matt Conture, Lewis Trondheim. On a également Crum qui habite dans la région, qui est pas très loin. Vous êtes à Montpellier. Est-ce que Montpellier aujourd'hui serait une sorte de foyer créatif, de centre créatif pour la bande dessinée ou... Bah, c'est une ville qui attire. Il y a aussi Jason, en fait, qui est le Norvégien le plus connu, qui fait de la bande dessinée, qui est à Montpellier. Nous, on se voit entre quelques auteurs alentour de Lewis. Moi, je partage un atelier avec des gens qui font un peu de la bande dessinée. On est une dizaine alentour de l'illustration, de l'animation et de la bande dessinée. Après, ça ne s'est pas structuré de façon uniforme. Je pense à une ville comme Nantes où ça s'est fait un peu plus. Ils ont créé une maison de la bande dessinée, un peu comme à Angoulême, donc ça c'est passionnant. On a pas ça à Montpellier, mais on a quand même beaucoup d'auteurs qui sont là. Voilà, j'en côtoie quelques-uns, mais c'est pas un regroupement comme ça qui pourrait dire tiens, créons une maison de la bande dessinée par exemple. Je ne vois pas venir dans la façon dont c'est structuré aujourd'hui. Merci. Merci.